Bonjour à tous qui vous connectez. Je laisse passer quelques secondes, quelques minutes, le temps que les personnes qui ont confirmé leur participation se connectent. Ça vient petit à petit. Je laisse quelques secondes avant de prendre la parole. Très bien. Bienvenue à ceux qui viennent de se connecter et qui vont passer leur pause déjeuner avec nous. Je vais tout doucement commencer à mettre en contexte cette discussion. Donc, il est 13h01, donc bienvenue. Mon nom est Martine Roussel, je suis la directrice de la commission franco-américaine Fulbright France. Et c'est donc moi qui vais introduire cette séquence avant de passer la parole aux intervenants. Donc, la commission franco-américaine célèbre aujourd'hui, cette année, ses 75 ans d'existence, 75 ans d'échanges universitaires, scientifiques et culturels qui ont bénéficié à plus de 22 000 lauréats français et américains, mais aussi à leur entourage professionnel et même aussi parfois à leur propre famille. Donc, pour célébrer cet anniversaire exceptionnel dans le monde des échanges culturels, nous avons choisi de mettre en avant la contribution de Fulbright et de ceux que l'on appelle les Fulbrighters aux grands enjeux d'aujourd'hui, notamment à travers ce thème de l'éducation aux médias, parfois appelé aussi en anglais Media Literacy. Alors que la lutte contre les fake news est un enjeu de nos démocraties et par conséquent un enjeu commun en société française et américaine, quelle est la contribution de nos Fulbrighters? Le thème d'aujourd'hui est un de ceux qui nous confrontent à notre capacité à décrypter l'information, puisqu'il s'agit de la question du changement climatique et plus spécifiquement des discours et connaissances du changement climatique. Alors, j'ai déjà trop parlé. Pour traiter ce thème, nous avons invité Armelle Sandrin-Desforges, qui est avocate au barreau de Paris, qui est alumna du programme Fulbright France et qui est spécialiste des questions de droit de l'environnement et d'énergie. Christophe Cassiotis, qui est directeur de cabinet du directeur général de l'énergie et du climat au ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Martha Torreshow, qui est alumna également de Fulbright France et qui est directrice de recherche au CNRS, spécialiste en droit de l'environnement et du changement climatique. Et la conférence en ligne sera animée par une lauréate de cette année, donc Chloé Muller, qui est américaine et qui est sur le point de terminer son master en sciences de la mer à l'université de Sorbonne Université. Donc vous pourrez, la discussion va avoir lieu pendant environ 3/4 d'heure. Vous pourrez ensuite poser vos questions dans le chat et nous les relayons. Donc merci pour votre participation. Chloé, la parole est à toi. Oui, merci Martine. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au 3e café scientifique de Fulbright France intitulé Discours et connaissances du changement climatique, comme Martine vous l'a dit. Merci Martine et Camille d'avoir organisé ce café scientifique et de m'avoir invité à le modérer. Merci aussi à nos panélistes Armelle, Christophe et Martha d'avoir pris le temps, malgré vos horaires chargés, de venir parler avec moi aujourd'hui d'un sujet aussi important, le changement climatique. Et bien sûr, merci à notre public de nous avoir rejoints. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Chloé Muller. Je suis actuellement boursière Fulbright France basée à Paris et cette année, j'ai fait un master en sciences de la mer à Sorbonne Université où j'ai non seulement appris tout ce qui concerne l'océanographie, mais aussi la culture et le système éducatif français. Lorsque j'ai fait ma licence en politique environnementale, j'ai réalisé à quel point le domaine du climat est vaste et à quel point le changement climatique est interconnecté à différentes disciplines. J'ai donc décidé de poursuivre une licence et éventuellement un master en économie, car j'étais curieuse de l'efficacité des modèles économétriques dans l'analyse de divers problèmes et politiques environnementales. Je me suis particulièrement intéressée à la politique marine et à l'économie bleue, car malgré son rôle important dans la régulation de notre climat, l'océan manque de régulation efficace, ce qui nécessite une collaboration internationale. Je me suis vite rendu compte que si je voulais travailler en politique marine, il me faudrait comprendre la chimie, la physique et la biologie de l'océan.
ce qui m'a conduit à mon master en sciences de la mer à la Sorbonne grâce au Fulbright. Tout au long de mes programmes d'études en sciences naturelles et sociales aux États-Unis et en France, j'ai pu trouver non seulement les intersections qui relient chaque domaine, mais aussi d'y réfléchir d'une manière critique en voyant à quel point nos communautés universitaires sont séparées entre les deux disciplines et pays. Armelle, Christophe et Martha ont des carrières inspirantes dans le domaine du climat. L'objectif de ce café scientifique pour moi est vraiment de donner des exemples concrets de l'interdisciplinarité d'une carrière dans ce domaine. Donc, je vais commencer par leur poser une série de questions et à la fin, on demandera à vous, notre public, si vous avez des questions. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole à nos panélistes et je vais commencer par vous demander de vous présenter et d'expliquer brièvement comment et pourquoi vous êtes entré dans le domaine du climat. Peut-être que Armelle, on peut commencer avec vous. Merci Chloé. Je m'appelle Armelle Sandrin-Defort, je suis avocat en droit de l'environnement depuis une vingtaine d'années. Je suis une enfant de la Moco-Calice. J'étais une toute petite fille quand le supertanker s'est écrasé sur les roches de Port-Salle en créant une mer Noire qui a traumatisé toute une génération de Français, de Bretons. Mes deux arrière-grand-mères habitaient sur cette côte-là et ont été très directement impactées par cette marée noire. Et c'est la raison pour laquelle j'ai eu envie, en grandissant, de m'intéresser au droit de l'environnement et plus particulièrement au droit de la mer, ce qui me fait un point en commun avec vous, Chloé. Et grâce à la commission Fulbright, la commission franco-américaine, je suis partie aux États-Unis, à Seattle, à l'école de droit, pour faire du droit de la mer, mais également du droit international de l'environnement. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai été exposée pour la première fois aux questions de Sustainable Development, puisqu'il y avait une école de pensée dans mon alma mater américaine particulièrement développée en matière de changement climatique. Et puis de fil en aiguille, revenue en France, avocate en droit de l'environnement, je me suis évidemment fait rattraper par toutes ces questions. Et c'est maintenant une très grande partie de mon activité qui est liée aux questions de changement climatique. Super, merci Armelle. Christophe, si vous voulez vous présenter. Bonjour à tous. Je m'appelle Christophe Cassiotis. Je suis directeur de cabinet du directeur général de l'énergie et du climat. Donc, je travaille pour le ministère de la Transition énergétique et pour le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Comment je suis arrivé à travailler dans le climat? Je dirais qu'à l'origine, j'ai une formation scientifique et technique. J'ai fait un stage de plusieurs mois aux États-Unis où je travaillais sur la modélisation des barrages sous sollicitation sismique. Et c'est ce qui m'a intéressé, c'était la problématique qu'il y avait derrière, que j'ai continué à poursuivre en thèse, donc le problème de l'interaction fluide-structure. J'ai fait un premier poste dans un laboratoire commun entre Électricité de France et l'École nationale des ponts et chaussées. Et en 2011, il y a eu Fukushima. Et donc, on a appliqué les méthodologies que j'avais développées d'un point de vue recherche sur la modélisation des piscines nucléaires sous sollicitation sismique. Donc, c'est une problématique qui m'a beaucoup intéressé. Et je me suis rendu compte que j'avais envie de travailler sur des volets plus régulatoires de ces aspects. Et donc, je suis parti travailler à l'autorité de sûreté nucléaire pendant 8 ans, où je m'occupais des problématiques notamment de gestion des déchets et de démantèlement, ainsi que des installations du cycle du combustible. Et c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de la Direction générale de l'énergie et du climat, qui s'occupe de la politique nucléaire française, et que j'ai rejoint il y a 2 ans, donc sur un champ assez large, puisqu'on s'occupe à la fois de la politique énergétique, par exemple toutes les problématiques liées aux conséquences de la guerre en Ukraine, et des sujets climatiques, négociations climatiques, stratégie française énergétique. Super. Et à vous, Martha. Oui, bonjour. Merci beaucoup de cette invitation. Je suis Martha Torreschaube. Je suis directrice de recherche au CNRS depuis l'année 2002 et juriste, spécialiste du droit de l'environnement et des changements climatiques. J'étais Fulbright en 2004. Je suis partie à l'université NYU,
plus précisément au centre du droit de l'environnement et de l'usage des terres. À l'époque, en France, il y avait très peu d'environnementalistes et la connexion entre le droit et le changement climatique n'existait pas encore véritablement. Donc, j'ai souhaité explorer cela. Pourquoi j'ai souhaité ça? Parce que, bon, pour plusieurs raisons. Évidemment, parce que j'étais vraiment très sensible à la crise déjà environnementale, écologique et des surplus climatiques qui commençaient à émerger et dont pas beaucoup de juristes s'en emparaient. Aussi parce que je trouvais que le droit français n'était pas véritablement adapté à cette crise et également parce que je voyais que du côté de l'Union européenne, il commençait à y avoir un certain nombre de régulations qui reprenait des éléments qui avaient déjà été explorés aux États-Unis. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité commencer à travailler sur ces questions et ce qui m'a semblé le plus pertinent, c'était d'aller vers les origines de ces premières législations et donc aller aux États-Unis. J'exerce par ailleurs mes fonctions à la Sorbonne, à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, où j'enseigne le droit de l'environnement et le droit du changement climatique, ainsi qu'à Sciences Po Paris. Merci Martha. Donc, comme je l'avais dit, des carrières inspirantes. Donc, on va vraiment commencer avec la discussion. La première question est un peu en 3 parties. Donc, je vais vous demander quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite en savoir plus sur la crise climatique? Quelles sont les ressources accessibles au public que vous recommandez et comment pouvez-vous vérifier si une source est crédible ou non? Martha, est-ce que vous voulez commencer cette fois? Et puis, ce sera une vraie discussion. D'accord. Alors, pour moi, les sources, évidemment, elles sont plurielles, puisqu'il y a des sources scientifiques, sciences dures, et il y a d'autres types de sources. Il commence à y avoir des sources aussi en sciences humaines et sociales, mais il y a une connexion entre les deux qui commence à se faire. Les principales sources sont évidemment les rapports du GIEC, IPCC, c'est-à-dire le panel international des scientifiques sur le changement climatique qui a été mis en place par les Nations Unies au tout début des années 90 et qui va déjà produire des tout premiers rapports au tout début des années 90 où ils vont indiquer et c'est ça qui me semble une source tout à fait reliable, comme on dit, donc tout à fait à laquelle on peut évidemment faire confiance. C'est parce que chaque affirmation qui est faite dans ce panel et donc qui apparaît dans ces rapports est à la fois vérifiée et votée par tous les membres de chaque groupe du GIEC, et il y a 3 groupes, ensuite en assemblée générale, avant d'écrire chaque phrase. Donc tout est vérifié et tout est véritablement délibéré. Et deuxième élément qui me paraît aussi apporter de la confiance à ces types d'études, c'est le fait que justement chaque affirmation est accompagnée du niveau des certitudes ou niveau des confiances, que ce soit bas, moyen ou très haut. Donc ça me paraît la première source. Et après, il y a d'autres communautés des scientifiques qui sont tout à fait intéressantes et qui produisent aussi beaucoup de rapports en sciences dures, sciences climatologiques, sciences physiques, sciences de la Terre, etc. Et par exemple, du côté français, pour finir cette exposition, il y a plusieurs institutions qui sont évidemment importantes et qui produisent des rapports tout à fait
digne de confiance en France. C'est d'abord le CITEPA, qui est une association qui produit des rapports qui sont utilisés par les différents ministères, écologie et autres, ainsi que par des sources juridiques et judiciaires, et évidemment le Haut Conseil pour le climat, ainsi que d'autres agences indépendantes qui produisent également des rapports. Je suis tout à fait d'accord. Parfois, le rapport du GIEC fait un peu peur aux gens, surtout si on n'est pas scientifique. Christophe, comme scientifique, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, nous, à la DGEC, on est point focal de la France pour le rapport du GIEC, c'est-à-dire qu'on est chargé de collecter les remarques que peut faire la France sur ce rapport et puis de le négocier quelque part au niveau international. Et c'est effectivement une excellente base pour comprendre le changement climatique. Après, peut-être je compléterai peut-être ces sources par quelques éléments sur l'action qu'on peut mener en France et au niveau européen, donc surtout en France, parce qu'on peut avoir des discours qui sont assez, des discours grand public qui sont assez opposés sur le sujet, où on va dire d'un côté la France en fait trop, ou la France fait rien du tout. Et je pense qu'on peut avoir une vision un peu plus équilibrée de ce sujet-là. Donc, au niveau du ministère, on a un service qui est chargé des données et des études statistiques et qui publie régulièrement des chiffres sur le climat, sur l'énergie, qui sont fondés et pour lesquels ils expliquent les méthodologies statistiques qui sont utilisées derrière. Donc, c'est des sujets qui sont très compliqués. Pour donner un exemple un peu amusant quelque part, c'est quand on parle du pourcentage d'énergie renouvelable du mix énergétique de chaque pays, le bois qui est utilisé pour le chauffage, c'est quelque chose qui a un poids assez important et qui a des méthodologies de calcul qui peuvent être compliquées parce qu'on ne suit pas forcément tout le bois qui est acheté en France. Et en plus, il n'y a pas que du bois qui est acheté, il y a des gens qui font de l'autoconsommation avec le bois qu'ils peuvent ramasser. Et donc, c'est vraiment un sujet qui est compliqué, sur lesquels les méthodologies de calcul peuvent évoluer et qui peuvent avoir un impact direct sur le fait qu'on va ou non atteindre nos objectifs européens. De manière générale, j'aurais tendance à dire qu'en France, les documents publics qui sont publiés par l'administration, c'est quand même une source fiable. Bon, je prêche un peu pour ma paroisse, je dois avouer, mais on essaye d'avoir une approche qui est science-based et les chiffres qu'on publie, on les étaye. Donc, sur notre site internet et dans les documents qu'on publie, on essaye d'avoir des chiffres vérifiés, vérifiables. Et si jamais il y a des interrogations sur ces méthodologies, il ne faut pas hésiter à poser des questions dans l'administration. On essaye d'y répondre. Merci, Christophe. Oui, j'ai entendu que parfois les calculs sont difficiles et un exemple est aussi qu'en Indo-Pacifique, dans les îles Indo-Pacifique, ils disent qu'ils ont plein de déchets, c'est toute leur faute, mais en fait, c'est nous, les pays plutôt du Nord, ou les pays comme les États-Unis, la France, en Europe, qui leur donnent nos déchets et c'est pas de leur faute. Mais souvent, les calculs sont compliqués, surtout d'une manière internationale. Ahmed. Oh, pardon. Il y a des questions de périmètre qui ne sont pas forcément évidentes à établir au départ. Et puis, il y a forcément, comme dans tout calcul, il y a des choix qui sont faits. Un calcul, alors les chiffres sont importants. Et après, il faut quand même aussi se méfier d'avoir un fétichisme du chiffre. Il faut comprendre quels sont les sous-jacents et la manière dont ces chiffres sont établis et les manipuler avec précaution. Un chiffre ne dit pas tout. Il a des limites et c'est important de les interroger. Oui. Merci. Armelle? Oui, je trouve vraiment que ce que vous dites est très juste, Martha et Christophe. Il faut vraiment ne pas oublier quand même le rapport du GIEC. Vraiment, oui, c'est complexe.
oui, c'est lourd, oui, c'est scientifique, on n'est pas tous des scientifiques, mais c'est quand même la source la plus importante d'information et ça vaut vraiment le coup d'aller regarder un résumé, un communiqué de presse. Il y a un certain nombre de choses quand même qui restent très lisibles. Ce qui n'est pas évident quand on s'intéresse au climat, quand on s'intéresse à l'impact climatique de ces gestes quotidiens, hein, de la nourriture que nous achetons, on regarde les étiquettes des vêtements qu'on achète, etc., c'est de comprendre à quoi correspondent les informations qui nous sont données. On a tous envie d'être curieux, on a tous envie d'essayer de comprendre. Et ensuite, il faut réussir à remonter la filière. Il y a plein de labels, par exemple. Il y a des informations qui nous sont données. On va nous dire, bon, ben voilà, votre vêtement, il est fabriqué à tel endroit, mais c'est le vêtement. On ne sait pas d'où vient la fibre, on ne sait pas, peut-être qu'il a fait 3 fois le tour de la planète, on ne sait pas quelle est la consommation d'eau, quel est le bilan carbone, etc. Et à partir de petites choses du quotidien, en remontant les informations, en s'informant sur les labels, en allant regarder les sites institutionnels, Christophe, vous avez tout à fait raison, pour essayer de croiser les informations. Croiser les informations, ça c'est super important à mon sens, pour essayer justement de comprendre, de finir par avoir une information qu'on est en mesure de comprendre. Il y a des gens qui vont comprendre mieux des informations scientifiques, d'autres des informations plus juridiques, par exemple. Mais ce qui compte vraiment, c'est d'avoir la diversité des informations. Les sites institutionnels, à mon sens, sont vraiment super. Il y a plein de choses en France. Il y a la DGEC, bien sûr. On a le site de l'ADEME qui a plein de fiches qui sont super bien faites, j'imagine, en collaboration avec la DGEC, d'ailleurs, Christophe. Et donc ça vaut vraiment le coup d'aller se pencher sur ces informations-là, de manière à avoir l'information éclairée dont on a envie. Tout à fait. Le site de l'ADEME, il est très intéressant parce qu'il présente, par exemple, des outils que vous pouvez utiliser à titre personnel, comme un calculateur d'empreinte carbone. Il présente des scénarios pour l'atteinte de la neutralité carbone qui permettent de comprendre quelles pourraient être les grandes tendances avec des scénarios un peu typologique. Enfin, qu'est-ce que ce serait un scénario d'hyper-sobriété ou qu'est-ce que ce serait un scénario où on fait des paris technologiques importants. Donc ça permet de bien comprendre quelles peuvent être les grandes tendances. Et puis, il y a plein de données sur les projets de transition écologique qui sont soutenus et financés par l'État. L'ADEME, c'est l'opérateur de l'État pour la transition écologique. Donc, c'est quand on a un industriel qui a un projet de décarbonation ou une collectivité qui a un projet dans le cadre de la transition écologique, l'ADEME, elle va instruire ce projet-là pour s'assurer que ces impacts sont bien positifs et que le financement public, il est bien donné au meilleur projet. Et ensuite, toutes ces données-là sont publiées et ça permet de bien comprendre comment est faite l'action publique dans ce domaine. Merci. Si vous n'avez pas d'autres commentaires à cette question, je pense que je vais passer à la prochaine. Il y avait juste un commentaire de Martha, justement, que je me permets de signaler à l'attention de tous concernant la synthèse réalisée par Martha, la synthèse du rapport du GIEC, donc qui était disponible depuis assez peu de temps, puisqu'elle a été publiée dans la revue Énergie, Environnement, Infrastructure du 5 mai dernier. Merci Martha pour cette précision. Merci Martine. Et je pense que peut-être, parce qu'on a eu plein de sources d'idées et tout ça, d'organisation, d'acronymes et tout, peut-être qu'à la fin, on pourra faire une petite liste et le publier sur l'Instagram ou le LinkedIn ou un truc comme ça un peu absolument plus accessible. Ouais. Donc, la prochaine question. On va passer plutôt à vos carrières et ce que vous faites aujourd'hui. Donc, sur quels problèmes climatiques travaillez-vous actuellement? Qui veut commencer? Martha, peut-être? Alors, merci de cette question. Je travaille sur plusieurs choses, mais je vais essayer d'être synthétique. 3 axes principalement. Le tout premier, et j'y travaille depuis 2004 en réalité, depuis que j'étais aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle les contentieux climatiques, les climate litigation.
qui aujourd'hui, en fait, se sont vraiment multipliés, ce type de contentieux. Et je travaille de manière, je dirais, extensive, c'est-à-dire que j'entends par contentieux climatique également les décisions et les avis consultatifs qui sont adressés à différentes cours, que ce soit des cours nationales, internationales, des cours régionales, comme les cours européennes des droits de l'homme, interaméricaines des droits de l'homme, etc. Donc j'y travaille vraiment d'une manière extrêmement large. Et ça a été d'ailleurs souligné dans le dernier rapport du GIEC, l'importance pour la gouvernance climatique de ce type de démarches. Après, je travaille quand même aussi évidemment sur toutes les dynamiques entre les questions scientifiques et juridiques, que ce soit de manière judiciaire, donc type contentieux, ou que ce soit des types initiatives réglementaires ou législatives au niveau international, européen et évidemment au niveau interne. Et donc, pour cela, ça me paraît très important d'être à jour justement sur les dernières avancées scientifiques pour essayer de les comprendre, parce que quand on est juriste, on n'est pas forcément formé à cela. Donc, ça me paraît extrêmement intéressant d'avoir ce dialogue avec les scientifiques avec lesquels j'essaye de travailler tout le temps. Et un troisième axe qui est celui des liens entre le changement climatique et toutes les autres problématiques environnementales. Donc, le changement climatique lui-même de manière extensive, c'est-à-dire tout ce qui concerne les impacts du changement climatique sur biodiversité, sur l'eau, sur les océans et toutes les autres questions, y compris les droits humains, les droits de l'homme, les droits fondamentaux, etc. Donc, voilà un peu ce que je fais. Et pour cela, j'anime un certain nombre de réseaux des chercheurs dans lequel les professionnels aussi sont les bienvenus. Je travaille aussi avec des avocats, des conseillers, avec des décideurs publics, des magistrats qui sont sensibles et qui s'intéressent aussi aux questions environnementales. Et donc, c'est un réseau dans lequel on travaille à la fois des juristes et des climatologues et des sciences climatiques en général, au niveau français et aussi au niveau international. Ouais, donc c'est compliqué. Vous faites un peu de tout. Je dirais que vous faites un peu superhero. Armelle, à vous. Alors moi, les sujets qui m'animent plus particulièrement les dernières semaines, les derniers mois, ce sont les nouvelles réglementations en matière de reporting, mais également d'action pour lutter, pour diminuer l'impact du changement climatique. Il y a un certain nombre de réglementations au niveau européen qui sont en train de sortir. On a une directive, alors je vais continuer dans les acronymes, la CSRD, qui est la Corporate Responsibility Sustainability Directive, qui est sortie en décembre 2022, qui est une directive qui va devoir être transposée. On a également une autre directive qu'on appelle la CS3D, qui est un peu l'équivalent de notre loi sur le devoir de vigilance, mais au niveau européen, avec un champ d'application vraiment beaucoup plus large. On a un règlement pour l'impact des produits du quotidien, comme le chocolat, les meubles en bois, le cuir, pour lutter contre la déforestation. On a un projet de directive qui s'appelle Green Claims pour lutter contre le greenwashing. En fait, toutes ces réglementations-là, elles s'intéressent beaucoup au discours. La façon dont les sociétés doivent présenter à leur grand public, au grand public, à leurs actionnaires dans le cadre d'un rapport annuel, soit aux sociétés, aux banques, aux financeurs qui leur prêtent de l'argent, l'impact de leurs activités, des activités de leurs filiales, voire de leurs partenaires commerciaux sur le changement climatique, mais également les droits humains. C'est très ESG, Environmental, Social and Governance. Ce qui est très intéressant dans toutes ces réglementations-là, c'est qu'on a l'impression que le focus est sur le reporting, mais en fait, c'est pas vrai. Le focus, il n'est pas sur le reporting. Le focus, il est sur les actions. Il faut que, pour faire du reporting, pour raconter ce qu'on fait, il faut encore faire quelque chose. Et pour cela, ça réclame de la part des sociétés de faire remonter énormément d'informations, de faire un véritable travail d'introspection sur leur impact, sur le changement climatique, sur les droits humains,
remonter la filière de leur chaîne d'approvisionnement, éventuellement s'interroger également sur leur chaîne de distribution, comment est-ce que leurs produits sont utilisés, par qui, de quelle manière. Et tout ce travail-là est assez gigantesque en réalité pour les entreprises et va amener au fil des prochaines années, puisque ce sont des directives qui, pour la plupart, qui vont devoir être transposées, va amener à une harmonisation de la façon dont les sociétés présentent leurs actions et présentent leurs produits pour une meilleure prise en compte du changement climatique dans les actions de tout le monde. Merci Armelle. Vous êtes passionnée, on le voit, c'est super. Est-ce que super vite, avant de passer à Christophe, est-ce que vous pouvez juste définir ou donner votre définition du greenwashing, parce que souvent c'est un mot qu'on entend mais qui ne comprend pas vraiment. Alors c'est une définition qui est maintenant dans le Code de la consommation en France. Donc, on a une définition. En fait, c'est le fait d'utiliser des allégations environnementales, autrement dit de donner une information, de prétendre donner une information sur un produit ou un service qui s'avère être faux compte tenu de l'impact environnemental de ce produit. Et donc, ça oblige à faire toute une réflexion sur l'information que l'on donne sur un produit et sur la méthodologie, et on va revenir à ce que racontait Christophe tout à l'heure, sur la méthodologie, il nous parlait du bois, pour un produit donné, comment est-ce qu'on calcule par exemple son bilan carbone et tout ceci doit être vérifié, appuyé par des documents, appuyé par des évaluations scientifiques, faute de quoi on risque de se retrouver dans une allégation qui est fausse et on essaye d'induire le consommateur en erreur en lui disant ce produit est vert alors qu'en réalité il ne l'est pas. Merci. Ouais, c'est pour ça que c'est important de savoir où trouver ces infos, parler avec qui, où acheter le truc. Ça devient super compliqué. Christophe, sur quel problème travaillez-vous actuellement? Alors, je vais peut-être parler de deux, trois sujets qui m'intéressent plus particulièrement en ce moment. Donc, le gros sujet qui nous occupe beaucoup à la Direction générale de l'énergie et du climat en ce moment, c'est l'élaboration de la prochaine stratégie française énergie-climat. Donc, en gros, on a une stratégie qui a une stratégie nationale bas carbone qui vise la neutralité carbone en 2050. On a une politique pluriannuelle de l'énergie avec un certain nombre d'objectifs en termes de pourcentage d'énergie renouvelable, par exemple, et on a un plan national d'adaptation au changement climatique. Et cette stratégie, elle doit être revue pour notamment intégrer les nouveaux objectifs européens. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais il y a un paquet qui s'appelle Fit for 55 qui vise à la réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, donc des objectifs qui sont plus ambitieux que ce qu'on avait jusqu'ici à atteindre dès 2030. Et puis, pour prendre en compte l'évolution des connaissances, par exemple, la stratégie nationale bas carbone, elle repose sur des hypothèses sur notre capacité à stocker le CO2 dans les forêts. Et cette capacité, elle est impactée elle-même par le réchauffement climatique. Et donc, il faut prendre en compte l'évolution des connaissances sur ce sujet-là. Et donc, on est actuellement dans ce qu'on appelle dans une phase itérative où on modélise l'impact de nos décisions publiques sur la trajectoire de décarbonation. On discute en interministériel de l'impact de ces décisions sur l'économie, sur la vie de nos concitoyens. Il y a des arbitrages qui sont rendus sur la possibilité de prendre telle ou telle mesure. Et en fonction de cet arbitrage, on regarde si on atteint bien nos objectifs secteur par secteur et puis pour l'ensemble de l'économie française. Donc, c'est des itérations qui sont très compliquées parce que derrière tout ça, il y a des modèles, il y a des décisions politiques qui doivent être prises. Et notre objectif, c'est de présenter des grandes orientations cet été pour qu'ensuite il y ait un débat et que le Parlement puisse s'en saisir. Donc ça nous prend pas mal de temps, puis c'est du travail interministériel, donc forcément on a des discussions
intéressante avec nos collègues du ministère de l'Agriculture sur la place de la consommation de viande, par exemple, dans l'économie française en 2045, ou sur des hypothèses de trafic aérien et la manière de réguler. Ça, c'est donc un exemple de sujet de long terme. Et puis, sur des sujets qui sont peut-être un peu plus quotidiens, même si c'est aussi des sujets de long terme, je m'occupe plus précisément de tout ce qui est innovation et hydrogène au sein de ma direction générale. Et donc, il y a tout un volet qui est inciter les entreprises françaises à se décarboner et inciter les entreprises étrangères à investir en France dans des éléments de décarbonation. Donc, il y a eu pas mal de retombées presse dans les médias sur Choose France, où on était présent pour rencontrer différents investisseurs étrangers qui veulent investir dans des batteries, dans de l'éolien en mer en France. Et puis, sur l'hydrogène, pour donner un autre exemple de ce qu'on peut faire, il y a des discussions actuellement au niveau européen sur les directives renouvelables, sur la place de l'hydrogène dans la décarbonation de l'Europe. Et donc, nous, on négocie au niveau européen, notamment la bonne prise en compte de l'hydrogène bas carbone produit à partir d'électricité d'origine nucléaire, qui est un des sujets que pousse la France, et de manière plus générale, quels sont les objectifs de décarbonation et la place de l'hydrogène dans cette stratégie. Merci, Christophe. Donc, tous les trois, j'ai parlé trop vite avec Martha, tous les trois, vous êtes superheroes. C'est incroyable. C'est aussi intéressant parce que quand vous parlez de vos problèmes climatiques et de votre travail, souvent, vous disiez que vous avez plein de discussions avec des personnes différentes et on arrive à la prochaine question, en fait, qui est liée. Et c'est que signifie pour vous l'interdisciplinarité? C'est un mot qu'on entend très souvent et qu'il n'y a pas, parfois la définition est difficile et je pense que vos carrières nous montrent un exemple concret, comme je l'avais dit avant. Mais est-ce que pour vous, ça signifie quelque chose? Est-ce que c'est, par exemple, avez-vous des attentes ou un langage commun, quelque chose comme ça? Et je pense qu'on va passer un peu vite, comme ça on peut aussi avoir assez de temps pour la dernière question et les questions du public. Christa, si vous voulez commencer. Quand on est dans l'élaboration de politiques publiques, on est forcément sur un champ interdisciplinaire parce que une décision politique, elle a des impacts économiques, sociétaux, techniques. Et donc, notre travail en administration, c'est de bien présenter ces impacts-là et de pouvoir les évaluer. Donc, après, pour donner peut-être deux exemples de sujets interdisciplinaires ou de vocabulaire, moi, ce que j'ai trouvé très marquant cet hiver avec les conséquences de la guerre en Ukraine, c'est la place qu'a pris le mot sobriété dans le discours politique. Jusque-là, c'était un mot qui était un peu un repoussoir, qui était présenté comme quelque chose d'un peu extrême, et je trouve que son sens et son acceptation a pas mal évolué cet hiver. Un deuxième sujet, pour donner des exemples de sujets interdisciplinaires, on finance des actions de recherche dans le domaine des énergies renouvelables. Et une des grandes questions qu'on se pose, c'est celle de l'acceptabilité des énergies renouvelables. On voit bien qu'il y a qu'il y a une opposition, notamment à l'éolien, qui peut être fondée sur des aspects techniques, mais aussi sur des aspects qui sont plus sociologiques. Et donc ça, on veut bien comprendre quelles sont les conditions qui font qu'un projet est plus acceptable pour les personnes qui habitent à proximité. Et puis, la
le fait qu'il y ait de plus en plus d'énergie renouvelable dans notre mix électrique, ça peut avoir des conséquences sur la manière de vivre au quotidien. Actuellement, les chauffe-eau, ils s'allument la nuit parce que c'est le moment où on consomme l'électricité. Peut-être que ça ne fonctionnera pas de la même manière dans le futur. Peut-être qu'on va inciter à recharger sa voiture ou son téléphone portable à des moments où l'électricité est plus disponible, et comment tout ça est rendu et accepté et acceptable, quoi. Et donc, on va financer des travaux plus de recherche sur ces aspects-là. Merci. Armelle? Ce qui m'intéresse dans ce que vous dites, Christophe, c'est cette histoire de méthodologie. Moi, c'est vraiment quelque chose que je rencontre beaucoup dans les questions de changement climatique, notamment s'agissant du bilan carbone, mais pas seulement, hein, sur toutes les questions de déforestation, c'est pareil, on a de vraies questions. On est obligé, en tant que juriste, en tant qu'avocat ou travaillant pour les directions juridiques, de parler avec des scientifiques, des spécialistes de tous ces calculs-là. Et moi, ce qui m'effare, c'est que je trouve qu'on est en train de rentrer dans une bataille de méthodologie. Et ces méthodologies, le droit s'en saisit. Hein, en fait, c'est ce que décrivait également Martha tout à l'heure, les rapports du GIEC qui sont très scientifiques, mais ensuite on en fait des contentieux, ça rentre dans le domaine du droit. On est en train de rentrer dans des réglementations qui sont de plus en plus précises et qui veulent pouvoir faire appel à des méthodologies, à des standards, pour que tout le monde ait la même idée, à la même notion, la même définition. Le bilan carbone, ça correspond à ça, X% d'énergie renouvelable, ça correspond à telle autre chose, etc. Et ces méthodologies, elles ne sont pas neutres du tout. Elles peuvent être biaisées, elles peuvent être… les connaissances scientifiques évoluent, c'est ce que vous disiez, Christophe. Et donc, le risque, c'est, en voulant bien faire, d'accepter une méthodologie qui s'avère ne pas être la bonne ou qui va servir certains intérêts mais pas d'autres, au sein même de l'Union européenne. On voit très bien, les Allemands n'ont pas la même vision que les Français sur plein de trucs, notamment la politique énergétique. Et donc, ils ont tendance à tirer certaines notions dans un sens et puis les Français dans un autre. Et toute cette… le risque, c'est donc de figer une méthodologie donnée dans une réglementation et de ne pas pouvoir faire évoluer les choses suffisamment rapidement. Puis dans l'interdisciplinarité, il y a aussi tout le contact que nous avons avec les équipes de communication. Et là, c'est un petit peu la même chose en fait qu'avec les scientifiques, c'est-à-dire qu'on a des batailles sur les notions, sur les définitions. Eux, ils voudraient pouvoir dire mon produit est vert, notre société est verte. Ouh là là, attendez, de quel produit on parle? Qu'est-ce que vert veut dire d'après vous? Est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a pas une réglementation spécifique qui s'applique? Et dans la réglementation, quelle est la méthodologie que vous mettez en œuvre? Est-ce que vous êtes sûr que c'est la bonne? Est-ce que vous en avez parlé avec des conseils scientifiques extérieurs pour valider la méthodologie que vous utilisez? Toute cette interdisciplinarité, elle est source d'énormément de richesse, mais également de complexité. Et ça, au quotidien, ce n'est pas facile. Ouais, c'est intéressant parce que ça, en fait, ça veut dire qu'il faut avoir plein de discussions. Il faut que tout le monde se parle. Il faut enfin, il faut pas rester dans son domaine. Pardon, excusez-moi. Il faut vraiment chercher à discuter avec les autres dans des autres domaines et tout. Puis, il faut faire aussi attention à essayer de continuer à écrire des choses qui sont intelligibles et au bon niveau. En fait, ce qu'on peut avoir tendance à faire, c'est à surprescrire à des niveaux qui ne sont pas les niveaux adéquats et qui ne permettent pas ensuite de faire évoluer les normes si jamais les sous-jacents changent. Et donc, on voit bien qu'on a assez facilement la tendance, quand on est un spécialiste d'un sujet, à rentrer dans les détails. Mais en fait, il faut vraiment faire attention aussi que les décisions politiques restent des décisions politiques qui soient et qu'on ne dérive pas vers des choses qui soient trop techniques au mauvais niveau, quoi. Et je trouve que c'est vraiment un sujet qui n'est pas facile parce que c'est intrinsèquement technique, hein, la politique énergétique et la politique climatique. Il faut se garder de ça. Je trouve l'intervention très intéressante.
Ouais, est-ce que vous avez un exemple en tête? Parce que c'est intéressant ce que vous dites. Typiquement, moi, je vois les négociations qu'on a au niveau européen sur l'hydrogène. L'hydrogène, il n'est pas vert en soi, ça dépend de l'électricité qui est utilisée pour le produire. Et si jamais on produit de l'hydrogène à partir d'électricité sur le mix électrique européen, eh bien, ça va émettre plus de CO2 que si on produit l'hydrogène à partir du gaz naturel à l'heure actuelle. Et donc, pour que l'hydrogène décarbone vraiment, il faut produire uniquement quand on a de l'électricité renouvelable ou de l'électricité nucléaire. Donc ça peut paraître assez simple, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il faut qu'il y ait un électron qui soit uniquement sorti d'une éolienne qui alimente mon électrolyseur? Est-ce que je fais une corrélation temporaire? Est-ce que je fais une corrélation mensuelle? Ça change beaucoup de choses en fait d'un point de vue technique. Et ensuite, on a des discussions au niveau européen où chaque État membre va un peu pousser dans ses intérêts parce qu'on veut quand même maximiser la quantité d'hydrogène disponible pour l'industrie et puis pour les consommateurs. Donc, c'est un sujet qui n'est pas du tout évident et chaque point de vue peut se comprendre quand on comprend aussi les intérêts de chaque État derrière et puis aussi les perspectives dans lesquelles il se passe. Alors, pardon, ça m'intéresse. Alors, mais ce que vous avez dit avant, c'est que parfois, les discussions sont trop techniques et il faut rester quand même dans la politique. Mais là, c'est quand même un problème technique, non? Enfin, c'est... non. Disons que je trouve qu'il y a les deux. Après, il y a forcément des arbitrages... il y a des arbitrages politiques qui doivent être rendus. Et mais c'est un sujet technique. Et là, je pense qu'on est sur un sujet dont le politique s'est bien saisi, a bien compris les sous-jacents techniques. Mais typiquement, est-ce qu'une fois qu'on a fixé ça dans un texte de haut niveau, qui est un texte européen, est-ce que c'est la bonne manière de procéder? Parce que ensuite, on sait que les discussions sont très compliquées. Et si en 5 ans, le mix électrique d'un pays évolue fortement, est-ce qu'on aura toujours écrit le bon texte? Donc ça, c'est vraiment des... Et il y a une réglementation européenne, il y aura aussi une réglementation américaine, une réglementation chinoise. Et donc, est-ce qu'en prenant des exigences qui seront ce qu'elles sont au niveau européen, et c'est important que l'hydrogène permette effectivement de la décarbonation, on n'aura pas pris du retard par rapport à d'autres pays. Ce n'est pas du tout évident comme décision finalement. Et ce n'est pas qu'une décision technique. Il faut bien comprendre la technique, mais après, il y a des décisions politiques. D'accord. Ouais. Non, c'est intéressant, c'est compliqué. Tout est compliqué. Ouais, Martine. Non. Moi, non. J'alertais juste sur le temps qui passe. Oui. Je ne sais pas si Martha veut intervenir sur cette question de l'interdisciplinarité avant qu'on ne passe à la dernière phase de nos échanges. Bon, je voulais juste dire que comme je dirige un réseau interdisciplinaire sur le droit, la science et le changement climatique, on a publié cet ouvrage que vous voyez à l'envers, j'imagine, mais qui est donc le dictionnaire juridique du changement climatique, qui a été fait par des juristes et des climatologues, ainsi que des géographes, historiens et philosophes, pour expliquer le vocabulaire très simple, donc avec des entrées qui font à chaque fois une page et qui décrivent dans un langage simple, mais ça a quand même été écrit par des universitaires, tous les vocabulaires qui concernent le changement climatique. Donc c'est vraiment à l'interdisciplinaire. D'accord, ouais, c'est un système. Enfin, je vais aller le chercher, le trouver. Peut-être que Martine, on peut passer aux questions si le public a des questions. Il y avait cette question sur le... on essaie toujours de replacer la question des pratiques françaises et américaines au centre des enjeux. Alors peut-être qu'effectivement, il reste encore 10 minutes. On prendra peut-être encore une question, mais ce serait intéressant, je pense, pour notre auditoire, que cette question soit posée, si vous voulez bien, Chloé. Oui, bien sûr.
Moi, je suis d'accord. Alors, la dernière question, c'est est-ce que vous pouvez parler de certaines similitudes ou différences entre les pratiques françaises et américaines que vous rencontrez dans votre travail quotidien? Et qu'est-ce qu'on peut gagner des différences de l'autre? C'est ce qu'on parle souvent de ça au Fulbright France et c'est intéressant dans le contexte du changement climatique et du domaine du climat. Armelle, si vous voulez commencer. Alors moi, je vais vous parler des réglementations, puis je laisse Tamarta vous parler des contentieux. Sur les réglementations, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en Europe, on est fan de réglementation. On aime les textes. Et donc, on empile beaucoup de réglementations. On a le devoir de vigilance, là, avec toutes ces directives qui sont en train d'arriver. Les Américains sont absolument sidérés par toutes ces obligations très normées, notamment de reporting qu'on est en train de mettre en place avec des vrais sujets. C'est quand même pas mal de groupes internationaux qui ont des filiales, ou des Américains qui ont des filiales en Europe, ou inversement, qui doivent faire des rapports annuels. Quelquefois, ce sont même des sociétés qui sont cotées dans une bourse en Europe et puis également à la bourse de New York. Donc, ils ont des obligations de rapport annuel. Ils essaient de faire des choses à peu près cohérentes d'un côté et de l'autre de l'Atlantique, mais avec des obligations de reporting qui ne sont pas du tout les mêmes. C'est-à-dire qu'on en a beaucoup en Europe, il y en a beaucoup moins aux États-Unis, même si la SEC est en train d'essayer d'imposer des guidelines en matière de reporting climatique notamment. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, on a aussi de la réglementation backlash, c'est-à-dire des réglementations thématique climatique. Donc, on a des États où une société qui fait un peu trop de publicité sur le fait qu'elle essaie de lutter contre le changement climatique, elle a pris des actions en faveur de l'ESG, etc., elle ne va plus avoir accès au financement public, elle ne va plus avoir accès au marché public. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre d'États républicains qui considèrent que ce sont des postures qui nuisent à l'économie nationale ou à l'économie locale. Évidemment, du point de vue du Texas, les gens qui disent qu'il faut arrêter de faire du pétrole, ça pose un énorme problème à une économie qui est complètement fondée sur le pétrole pour l'État tout entier. Qu'est-ce qu'on a à gagner de tout ça? À essayer de se comprendre. Il faut dialoguer, il faut essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a certaines postures qui sont prises. Les États-Unis sont complètement écartelés actuellement sur ces questions-là. Et ça devient d'ailleurs un vrai problème pour eux. Et nous, il faut aussi qu'on essaie de comprendre quels sont les enjeux pour eux, les problématiques qui se posent, et puis les choix qu'ils vont faire en termes d'aide à leurs entreprises, la réglementation qu'ils vont mettre en place pour éviter de se retrouver dans une situation où on sera frontalement opposés sur des sujets qui sont globaux et où on a tous intérêt à travailler ensemble. Martha, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, je suis absolument d'accord avec ce qu'Armelle a dit et ajouter peut-être, comme elle avait évoqué au départ, les différences entre la France et les États-Unis. Elles peuvent aussi aller du côté de ces contentieux climatiques. Et c'est assez paradoxal parce que alors que ces contentieux ont commencé à se développer surtout aux États-Unis, en Australie, au début des années 2000, en Europe, ils sont arrivés à partir de 2015 et pas avant. Et on aurait pu penser que par conséquent aux États-Unis, ils auraient eu des issues plus favorables qu'en Europe, puisqu'ils ont commencé avant, et en réalité, c'est tout le contraire. En Europe, ce type de contentieux rencontre un certain succès, même limité évidemment, parce que le contentieux, c'est pas la panacée, et c'est pas ça qui va résoudre tous les problèmes, loin de là. Mais en tout cas, il y a un certain nombre qui rencontrent des issues favorables. Aux États-Unis, pas du tout. À ma connaissance, il y en a vraiment très très peu.
Et une des raisons pour lesquelles cela ne rencontre pas trop de succès, c'est ce que Armel a évoqué, évidemment, et aussi le fait que la différence aux États-Unis entre ce qui concerne le système fédéral et ce qui concerne le système de chaque État, donc les législations de chaque État, et bien finalement pour le changement climatique, c'est un vrai blocage juridique, en tout cas en ce qui concerne les contentieux climatiques, puisqu'il se renvoie la balle systématiquement les cours fédérales et les tribunaux des États. Et finalement, on est dans une sorte de quiproquo permanent. Et du coup, ça n'avance pas du tout. Donc, toutes les demandes de la société civile, des ONG, des citoyens, etc., qui essayent d'avoir des réponses à leurs questionnements et pour faire avancer un peu les législations climatiques aux États-Unis, eh bien, ça avance pas tellement, justement, parce qu'il y a un système de justice qui n'a pas encore clarifié qui est compétent pour s'occuper de quoi. Christophe, parce il nous reste 5 minutes. Oui, en fait, je trouve que c'est très intéressant. Enfin, dans les points qui nous ont beaucoup marqués ces dernières années, dans la politique climatique américaine, c'est de voir à quel point elle a pu évoluer ces 2-3 dernières années, avec notamment l'Inflation Reduction Act, qui permet de financer des projets d'industrie verte aux États-Unis, qui n'était pas du tout quelque chose qui était envisagé à cette échelle-là avant. En tout cas, ce n'était pas le sentiment qu'on avait. Donc ça, c'est un aiguillon assez fort quelque part, parce qu'en sortant ces textes, la question de la concurrence vis-à-vis de ce qui peut être fait en Europe se pose. Et la manière dont les Américains ont été capables de vendre, avec les guillemets qui vont bien, ces mesures-là, c'est quelque chose qui est assez impressionnant. C'est des mesures qui paraissent de l'extérieur, en tout cas, assez simples, lisibles. Et donc, ça, je pense qu'on peut s'en inspirer. Le point qui me paraît important aussi, c'est le lien qui peut être fait entre changement climatique et souveraineté énergétique. Aux États-Unis, les États-Unis, c'est un pays producteur de gaz et de pétrole. Donc, et leur indépendance énergétique, c'est quelque chose qui est absolument fondamental pour eux. Et ça, quelque part, c'est une logique qu'on a en France à une autre échelle, parce que la France n'a jamais été producteur de gaz et de pétrole. Par contre, la question de la souveraineté énergétique, la question de l'autonomie énergétique, la question de la sécurité d'approvisionnement, c'est quelque chose qu'on pousse au niveau européen avec une voie un peu singulière, peut-être par rapport à d'autres pays. Et donc, je pense que bien comprendre l'articulation entre ces deux problématiques, c'est très important pour comprendre la politique énergétique américaine et la politique climatique. Et puis, il faut bien avoir conscience du chemin dans lequel on s'engage et des dépendances qu'on peut créer, de la manière de les limiter, ou au contraire de renforcer notre indépendance et notre souveraineté énergétique via, par exemple, les renouvelables au niveau européen. Donc, je pense que ça, c'est des points importants, des points qu'on a en commun. Alors, il reste vraiment 2 minutes. Donc, Martin, pardon. Oui, je voulais juste ajouter à tout ce qui a été dit concernant les différences et les ressemblances entre la France et les États-Unis par rapport à la question climatique. C'est aussi le fait que aux États-Unis, jusqu'à présent, la question climatique est considérée notamment une question politique. Donc, ça fait un lien avec ce que Armel a dit et surtout Christophe. Et alors qu'en France, bien sûr, c'est une question politique et des politiques publiques, etc. Mais du point de vue juridique, on arrive quand même à faire la différence entre ce qui relève du législatif et du judiciaire et ce qui relève de la décision politique.
plus ou moins. Et aux États-Unis, c'est très lié et les tribunaux eux-mêmes disent d'ailleurs que c'est une question politique et que donc c'est pas au législatif finalement ou au juge en tout cas de s'en occuper. Donc je trouve cette différence assez remarquable. Oui, alors il reste très très peu de temps, effectivement. On a 1 minute avant de conclure cet échange. Une question pour vous. Quel est l'enjeu spécial majeur, pardon, quel est l'enjeu social majeur du réchauffement climatique? L'enjeu social, est-ce que quelqu'un veut bien prendre cette question complexe? Alors, moi, j'ai une idée, mais je suis intéressée. En 2 mots, la montée des eaux. Pour moi, c'est un enjeu social absolument majeur. Il y a des îles dans le Pacifique qui risquent de disparaître. Il y a des millions de kilomètres carrés en Bangladesh qui risquent de disparaître. On a des côtes en France qui vont être attaquées. Pour moi, c'est un enjeu social absolument majeur lié au changement climatique. Christophe et Martha, qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Moi, j'aurais Pardon. Oui, moi je suis entièrement d'accord, mais pour moi l'enjeu social aussi, c'est la volonté, c'est ce qu'on a vraiment le souhait, les moyens, l'accord de tout le monde pour faire quelque chose et pour avoir des politiques climatiques ambitieuses. Et est-ce que on a vraiment les moyens, compte tenu de la crise aussi économique qu'on vit et par rapport à toute la question énergétique et nos modes d'agriculture, nos modes d'alimentation, est-ce que finalement est-ce qu'on peut aller plus loin dans les politiques et si oui, de quelle manière? Donc pour moi, c'est vraiment un enjeu crucial. Moi, j'aurais tendance à dire que l'enjeu majeur, c'est l'enjeu de justice dans la transition. Alors, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais on n'arrivera pas à faire la transition sans une forme de justice sur ses conséquences, sur ses impacts. Ne pas croire que le monde actuel est entièrement juste, mais en tout cas, on ne rendra pas la transition acceptable si on n'intègre pas ce sujet-là. Eh bien, volonté, justice et montée des eaux pour conclure cette séquence. Un grand merci à tous pour cet très intéressant débat. Merci à Chloé qui a modéré cette session depuis Boston avec un décalage horaire très important. Bravo Chloé. La programmation anniversaire de Fulbright France se poursuit. Vous pourrez la consulter régulièrement sur nos réseaux. Un podcast est dédié notamment à ce parcours dans le domaine de des questions environnementales, celui de Martha Toreschaube, accessible là encore sur tous nos réseaux, Instagram, LinkedIn, Twitter, etc., etc., sur notre site web. Un grand merci et je vous souhaite une bonne après-midi. À très bientôt. Merci à tous. Merci Chloé. Merci, au revoir, à bientôt. Au revoir. Merci Martha.